Bonjour à tous, merci d'être de retour pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de veines bouchées, d'hospitalisation quand on a des enfants en bas âge, de peur de mourir, voilà, tout ça dans la joie et dans la bonne humeur. Bon voilà, sérieusement, si vous avez déjà regardé un peu le reste, vous savez que ma fille est née à la maison il y a un peu plus d'1 an. Et à la suite de ça, je me suis retrouvée aux urgences avec des symptômes tout bizarres que personne ne comprenait. Donc, cette vidéo commence au moment où je suis enfin dans le bon service. Me voilà donc le mardi 3 décembre 2024, poussée sur mon brancard dans les couloirs du service vasculaire. Je rentre, on me pousse, on me fait rentrer dans une chambre et là je vois une immense fenêtre pleine vue sur le cimetière. Donc là je me dis bon, c'est encore un signe de plus, ça ne va pas s'arranger. Voilà, sérieusement, c'est pas hyper la joie. J'ai quand même de la chance, j'ai une chambre toute seule. On me fait quand même signer un papier pour dire qui prendra les décisions à ma place si je ne suis plus en état de le faire. Voilà, génial. C'est de mieux en mieux. Et donc, la veille au soir, on m'a dit que le seul traitement, c'était des piqûres d'anticoagulants et qu'il fallait rester allongé 3 jours, pas bouger. Sauf que là, ça fait à peu près une 12aine d'heures et je n'en peux déjà plus. Je suis collante de lait, de transpiration, j'ai mal au dos, j'ai envie de me doucher, puis même ne pas bouger, franchement, c'est quand même très dur. Et ce n'est que le début. Donc voilà, malgré tout, j'essaye de relativiser, de me dire que je suis sortie quand même de l'enfer des urgences. Alors, faut déjà bien se rendre compte que c'est génial. Evan m'emmène un petit sac de rechange et tout. Donc voilà, la vie va reprendre son cours tout doucement dans cette chambre. Et surtout, je vais enfin pouvoir comprendre tout ce qui m'arrive. Et je me dis, il faut qu'on m'explique qu'est-ce que je dois faire pour être soignée au plus vite. Ça ne va pas tarder, puisqu'en fait, je me rends compte que je suis très vite l'attraction un peu à touriste du service. En fait, je comprends que dans ce service, on s'occupe souvent des problèmes, on s'occupe que des problèmes veineux. Donc souvent, c'est des varices, des phlébites, le genre de trucs qui arrivent beaucoup aux personnes âgées. Et moi, du haut de mes 31 ans, je suis la plus jeune du service. Bon, j'ai pris du grade depuis, mais j'avais 31 ans à ce moment-là. Et j'étais la plus jeune, en plus avec des enfants en bas âge. Donc j'étais un peu choyée, on va dire, par les soignants, les aides-soignants, etc. Et donc j'ai eu toute une ribambelle de médecins, de professeurs, d'internes, de plein de gens qui sont venus m'expliquer ce qui se passait. Et donc, c'est là qu'on comprend. En fait, aux urgences, on m'a dit que j'avais une embolie pulmonaire et une thrombose étendue. Moi, je me suis dit, thrombose étendue, donc ils avaient précisé dans plusieurs veines. Ce que j'imagine, c'est plein de petits caillots, de petits trucs qui se baladent dans mon corps. Ce qui veut dire étendu. Mais non, c'est beaucoup plus incroyable que ça. J'avais un seul énorme caillot qui partait de la veine de l'ovaire et qui remontait comme ça jusqu'à la veine cave. En fait, il faut s'imaginer un boudin noir. Je sais pas si vous aimez ça, même si vous n'aimez pas, vous devez voir à peu près à quoi ça ressemble. C'est du sang coagulé et qui en fait fait un boudin quoi. Et ben voilà, moi j'avais ça du pli de laine jusqu'à la veine cave. Donc je commence à comprendre ça. Je comprends aussi qu'en fait, ça s'appelle une thrombose, cet énorme caillot qui du coup grandit dans mon corps. Et quand c'est frais, que c'est récent, il y a des petits morceaux qui peuvent se détacher et donc, avec la circulation du sang, se déplacer, par exemple, jusqu'au poumon. C'est ce qu'on appelle une embolie pulmonaire. Mais bizarrement, ça n'a pas l'air de trop les inquiéter. Ils m'expliquent que j'ai une embolie assez légère et que ce qui les préoccupe le plus, c'est tout le reste. Et je comprends quand même petit à petit que la veine cave, ça leur plaît pas trop.
Voilà, assez rapidement, il me parle d'une intervention dans les veines, mais tout en me disant: «Bon, vous êtes jeune, vous avez pas l'air de beaucoup souffrir, donc si on peut l'éviter, on l'évite, quoi». Moi, je traduis: «C'est une opération risquée, puisque vous êtes jeune et que vous avez des enfants, on va pas prendre le risque de la faire sur vous». Voilà. En plus, ils comparent tout le temps la veine cave et la phlébite. Enfin, ils ont l'air de super bien gérer les phlébites. Donc ça, c'est une veine bouchée dans la jambe. Et de pas aussi bien gérer la veine cave. Enfin, quand je les entends parler, je sens qu'il y a quelque chose qui les dérange un petit peu. Enfin bon, au bout de 3 jours, ils reviennent pour me reproposer l'intervention. Qu'en fait, ils voulaient éviter 3 jours avant. Donc moi, je leur dis, bah non, 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 pas du tout. Enfin, moi, maintenant, j'ai trop peur. J'ai vu qu'ils avaient pas l'air hyper convaincus, donc je vais pas prendre le risque de faire un truc dangereux. Donc je refuse cette opération. Et puis, voilà. Donc pendant cette période, Evan, il se retrouve seul avec les 2 enfants, dont notre petite fille qui vient de naître, et le grand qui a 2 ans. Je mets des guillemets parce qu'on a quand même énormément de chance d'être très près de mes parents, ma belle-mère, mon frère et ma belle-sœur. Donc il y a quand même eu un énorme élan d'entraide. En gros, mon fils aîné, il a beaucoup dormi chez papy et mamie, mais déjà qu'il voyait plus sa maman, il avait quand même besoin de voir son papa. Donc parfois, c'était l'inverse, le grand qui dormait avec papa et la petite qui dormait chez mes parents, ou même les 2 qui dormaient avec papa, mais du coup, dans ce cas-là, ma belle-mère venait pour soutenir un petit peu mon conjoint dans le quotidien, sachant qu'en plus, il fallait quand même qu'il travaille. Donc voilà, on a quand même eu beaucoup d'aide, donc ça fait plaisir. Et moi, dans tout ça, c'était bizarre. Exceptionnellement, dans ce service qui n'accepte normalement pas les enfants, ils avaient autorisé à ce que je puisse voir les miens les après-midi. Sauf que je ne voulais pas voir mon fils. Voilà. Donc là, je vous le dis comme ça parce que ça fait quand même plus d'1 an. J'ai mis quand même plusieurs mois à mettre un peu des mots sur tout ça. En fait, pour ma fille, c'était assez simple. Vu que je l'allaitais, elle avait le droit de venir tous les après-midi. Je la mettais au sein. Et puis elle repartait en fin d'après-midi après avoir passé juste l'après-midi sur moi, quoi. Et ça maintenait aussi un peu mon rôle de mère, quoi, auprès d'un nourrisson que je connaissais pas encore beaucoup parce que malgré tout l'amour que je lui porte, elle avait 11 jours, quoi. Donc j'ai pas encore développé la même relation que ce que j'avais fait avec son frère. D'autant plus que je me disais, bon, à 15 jours, elle comprend pas grand-chose encore. Donc en vrai, que je sois là, que je sois pas là, tant qu'elle est nourrie, bercée, qu'on lui fait des câlins, suis-je vraiment très importante je n'en avais pas trop l'impression, quoi. Même si quand même je me disais, bon, faudrait pas que je meure parce qu'il va lui manquer forcément un pilier sur 2 dans sa vie. Mais alors, mon fils, là par contre, c'était vraiment autre chose. C'était extrêmement difficile. Je trouvais toutes les excuses possibles pour qu'il ne vienne pas, pour qu'il vienne le moins possible. Surtout qu'au mois de décembre, un enfant de 2 ans n'a rien à faire parmi tous les microbes, que j'avais pas envie qu'il attrape la coqueluche. Mais c'est surtout qu'en fait, la première fois que je l'ai vu, qu'il est venu me rendre visite, mon cœur a failli exploser de chagrin. Après les heures d'angoisse aux urgences, les premiers avis des médecins, je commençais à bien comprendre que je n'étais pas non plus tirée d'affaire, qu'il m'était arrivé quelque chose d'assez grave. Et lui, en fait, il me remettait en pleine face que si j'étais morte ou si je devais mourir, je l'abandonnais, quoi. C'était vraiment très compliqué. Et puis en plus, il parlait déjà super bien. Je l'imaginais dire « Elle est où, maman ?» Enfin bon, des trucs horribles. Voilà, je ne pouvais pas le supporter. Donc ouais, j'essayais de pas le voir, quoi. C'est un peu dur, mais plus tard, on en a parlé avec une copine de mon séjour et tout, elle était venue me rendre visite et elle m'avait dit « Oh là là, je sais pas comment t'as fait, moi j'aurais été anéantie de me retrouver hospitalisée comme ça sans mon bébé et tout. J'ai l'impression que toi t'allais presque bien. » Du coup, ça m'a un petit peu fait réfléchir parce que j'allais franchement pas bien du tout et je me disais « Ah ouais, quand même, je donne une image qui est pas la réalité quand même. Hein. Est-ce que je me mets trop de
je veux tenir la face, enfin bon, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Et il y a une autre fois, ma mère aussi m'a dit « Ouais, tu te rappelles quand t'étais à l'hôpital je pense que ça devait être les hormones, l'allaitement qui fait que t'étais quand même beaucoup plus proche de ta fille et très distante avec ton fils. » Et en fait, quand elle m'a dit ça, ça m'est venu tout naturellement. Je lui ai dit « Mais non, pas du tout en fait, c'est juste comme koh. Ça m'a paru hyper simple comme comparaison. Je pense que tout le monde voit à peu près le jeu télé. Il y a donc des survivants qui sont sur une île et qui doivent aller le plus loin possible et survivre pour être le dernier gagnant. Et un jour, on leur propose l'appel à la famille. Et il y en a qui refusent. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a certains qui refusent l'appel à la famille et qui disent qu'ils veulent rester concentrés dans le jeu, focus, et ne pas commencer à avoir trop d'émotions. Je les comprends tout à fait. Si quelqu'un de koh me regarde, sachez que je me suis inscrite plusieurs fois et que vous ne m'appelez pas. Donc allez-y, appelez-moi, je postule toujours. Mais voilà, donc c'est ce que j'ai dit à ma mère. Je lui dis en fait, moi j'avais un seul objectif, c'était de sortir en bonne santé. Je n'avais rien d'autre auquel penser et il fallait surtout que j'enlève de mon chemin tout ce qui pouvait me perturber. Et mon fils, malheureusement, me perturbait. En fait, je pouvais pas faire grand-chose, à part rester couchée, faire mes piqûres, et quand j'avais le droit de me lever, il fallait que je marche. Voilà, c'était 3 choses que j'avais le droit de faire et que je devais faire pour aller mieux. Le reste, voir mon fils juste pour que ça me donne envie de pleurer, de m'anéantir, de me mettre en boule dans mon lit et de plus jamais me lever, ça n'avait pas trop d'intérêt, quoi. Ma famille, elle était vraiment d'un gros soutien, même si j'essayais de faire bonne figure. Bon, Evan, c'était ma force, on va dire. Ma fille, c'était plus ce qui me rappelait que j'étais une mère dans tout ça. Et mon fils, à lui, c'était juste trop dur. Il me déstabilisait dans mon objectif, quoi. D'ailleurs, une fois, ils sont arrivés, il y a eu un couac qu'on s'est pas bien compris sur les horaires de visite. Ça s'est foiré parce que je devais faire une écho pour contrôler une écho cardiaque, je sais pas quoi. Et donc, en fait, tout le monde était dans ma chambre et m'attendait, et moi, j'étais pas encore là. Et quand j'ai débarqué, j'étais poussée sur le brancard. Et en fait, mon fils, il m'a vue, parce que le peu de fois où j'acceptais qu'il vienne, à peu près un jour sur 2, quand il arrivait, je redressais un peu mon lit, je collais le smile, et j'étais à fond avec mon fils, quoi. Et là, en fait, on n'avait pas anticipé ce fait qu'il allait me voir arriver couché comme ça sur le brancard, poussé par des mecs. Et j'ai vu son visage s'est pris une grosse claque ce jour-là, mon pauvre petit bébé. Moi aussi, du coup. Donc voilà, ce jour-là, comme tous les autres jours, je n'ai pas perdu de temps. Je les ai tous bien vite mis à la porte pour qu'on ne me déstabilise pas dans mon objectif de guérir. Voilà, il y a aussi eu la fameuse permission au bout de 5 jours. Donc j'ai fait 3 jours couchés, ensuite 2 jours où j'ai pu marcher. Et ensuite, ils m'ont dit, vous rentrez chez vous 24 heures, vous revenez, et comme ça on voit comment vous vous sentez. Donc je suis rentrée chez moi, je suis revenue, et là j'ai un accueil super parce qu'ils étaient trop gentils dans ce service. C'était vraiment... j'ai été hyper bien suivie, hyper bien... Tout parfait. Ah super, on est content de vous revoir, alors vous êtes contents, vous avez pu profiter de vos enfants et tout. Et moi, catastrophe, je leur dis mais pas du tout. Pas du tout. Je ne veux plus jamais sortir d'ici sans être guérie. En fait, c'était une catastrophe. La permission m'a permis de me rendre compte de tout ce que je ne pouvais plus faire. Je ne pouvais pas me baisser pour ramasser les jouets. Je ne pouvais pas porter mes enfants dans les bras. Je ne pouvais même pas faire une douche. Je devais demander à Evan de m'emmener un tabouret dans la douche. Enfin, c'était les 4 étages, n'en parlons pas. Changer une couche, il fallait que je piétine sur place. Enfin, je me rendais compte que j'avais une vie d'handicapée. Et donc, je suis revenue à l'hôpital très déprimée en leur disant « Vous ne me laissez plus sortir, vous me soignez ». Donc là, ils recommencent à me parler de la fameuse intervention dans les veines qui s'appelle la recanalisation. Et puis, c'est super dur de prendre cette décision, quoi.
Donc, après cette permission, il me reparle de cette fameuse intervention. Et c'est très, très dur pour moi de prendre la décision. Donc, avec Evan, on décide de demander des rendez-vous, de rencontrer les 2 radiologues qui s'occupent de ça, d'en rediscuter avec les médecins et de ne pas prendre de décision, en fait. On est dans un espèce de flou où on réfléchit. Sachant qu'ils nous expliquent quand même que les risques, c'est de refaire une embolie pulmonaire. Et donc, ils le disent pas, mais c'est de mourir. Donc, c'est très compliqué de prendre soi-même la décision de faire une intervention sous anesthésie générale, sachant que je suis en plus déjà super affaiblie. Donc, moi, je cogite quand même. Je me dis, attends, je suis affaiblie, ça fait 1 semaine que je suis comme ça, que mes veines, mon sang, il circule plus. On va me faire une anesthésie générale, déjà peut-être juste ça va me tuer. Enfin, il y a de la fatigue, il y a l'état physique qui est compliqué, il y a la peur, tout est mélangé. Donc, on se précipite pas. On les rencontre, on en discute avec eux et puis on attend un petit peu. Mais la décision finalement va être prise presque d'elle-même car c'était le 7e jour que j'étais là. Ça faisait 1 semaine que j'étais rentrée à l'hôpital. Je me lève de mon lit pour aller faire 2 pas jusqu'aux toilettes et une énorme douleur. Mais alors vraiment un truc bien lancinant dans la cuisse gauche. Et là, en fait, vraiment, je ne peux pas poser le pied par terre. Je me rassois sur mon lit et je vois ma jambe. Elle est gonflée, elle est chaude, elle est violette. Et ça se passe en 1 minute, quoi. Au bout de 7 jours dans le service vasculaire, autant vous dire que j'ai su très, très bien me diagnostiquer ma petite phlébite, la fameuse, si vous avez suivi la vidéo d'avant, qu'ils ont cherché et jamais trouvé. Ça y est, elle était là. Donc, je me dis, c'est super, voilà. En plus de ma veine ovarienne, mes veines iliaques, ma veine cave, maintenant ma veine fémorale. On va aller jusqu'où comme ça? Enfin bon, là, je vous le dis en rigolant, sur le moment, je faisais pas trop la maline. J'appelle vite les internes, enfin mon interne, et elle vient avec la médecin du service. Et je leur montre et je leur dis, voilà, il n'y a pas de mystère, j'ai une phlébite. Franchement, elles sont choquées, elles me le disent même pas que c'est une phlébite. Elles me disent, ouais, c'est quand même bizarre, il faudrait faire contrôler. Ça ressemble à un mauvais retour veineux. Enfin, je vois qu'elle tourne autour du pot, mais qu'en fait, oui, je suis sous anticoagulants, c'est pas forcément censé arriver, je crois. Le but des anticoagulants, il me semble que c'est ça. Et donc, elles me disent, de toute façon, vous avez une écho demain, donc on va en profiter à ce moment-là, vu que c'était prévu, pour regarder. Et donc, rebelote, on ne se bouge plus, on ne se lève plus, parce que là, ça veut dire que j'ai une thrombose de nouveau récente, très fraîche, et que des cailloux pourraient remonter dans les poumons. Donc, on ne bouge plus, on reste couché, c'est reparti. Le lendemain, c'est que je rencontre une nouvelle soignante que je ne connaissais pas, et en fait, qui s'avère être la spécialiste de la recanalisation, donc la fameuse intervention dans les veines. Ils avaient fait exprès de me caler un rendez-vous avec elle pour qu'elle m'explique tout, et ça tombe donc avec elle le jour où je fais l'écho de contrôle et où, en fait, elle passe l'appareil de partout sur mon corps. Et puis, très franchement, elle me dit, écoutez, madame, je suis désolée, mais vous n'avez aucune amélioration. Votre état ne fait que s'aggraver. J'avais demandé si Evan pouvait m'accompagner au rendez-vous, et heureusement qu'il est venu, parce que là, je pense que c'est l'un des plus gros coups depuis le début, quoi. C'est un énorme coup de massue. Donc là, elle me dit que oui, en effet, c'est une phlébite, que donc l'espèce de thrombose, là, le boudin noir qui faisait déjà tout ça de taille, il est carrément redescendu jusqu'à mon genou. Et en fait, quand tous les jours tu t'accroches en te disant allez, c'est bon, c'est bientôt fini, ça va le faire, je prends bien mes piqûres et ci et ça, là j'ai vraiment eu une grosse baisse de morale. Et d'ailleurs, elle s'en souvient, je pense, la docteure. Je lui ai dit, mais on va jusqu'où comme ça? On attend quoi? On attend que ce soit tout mon corps, mon ventre, mes bras, mes jambes, mon cerveau, et puis après comme ça c'est fini? J'étais dans un état vraiment mauvais, et puis elle me dit je ne sais pas.
Elle me dit, je ne sais pas où ça va s'arrêter. C'est pour ça que je vous repropose la recanalisation. Et je lui dis, mais vous me proposez ça, mais moi, je les connais pas, vos collègues. Je sais pas comment ils travaillent. Enfin, je peux pas décider de faire un truc si dangereux comme ça, alors que j'ai aucune connaissance. Je sais même pas exactement comment ça se passe. Et elle me dit, moi, je les connais, mes collègues, et j'ai confiance en eux. Je lui dis, OK. Et en fait, c'est la seule... Enfin, elle fait vraiment partie de ceux grâce à qui je suis dans l'état d'excellente santé dans lequel je suis aujourd'hui. C'est qu'elle a vraiment, on peut dire, porté ses couilles. Hein. Je lui ai demandé, je lui ai dit, écoutez, si j'étais votre fille ou votre sœur, vous feriez quoi ? Elle m'a regardée avec ses yeux bleus. Elle m'a dit, vous savez, si vous étiez ma fille, vous seriez déjà au bloc. Et du coup, elle a été convaincante. Elle est convaincue et je lui ai fait confiance. Et j'ai donc attendu encore 2 jours couchés. On était lundi et c'est le mercredi 11 décembre que j'ai pu avoir cette intervention. Ces 2 jours-là, pour moi, le temps, il s'est pas arrêté. Enfin si, il a duré une éternité. En même temps, je n'ai pas de souvenirs. Je sais juste que mon seul but, c'était de ne pas céder à la panique. J'avais vraiment très très peur. Et donc, ces 2 personnes qui m'ont, on peut dire qu'ils m'ont sauvé la vie. Enfin, moi, je considère que ces 2 docteurs, qui s'appellent tous les 2 Mathieu de leur prénom, m'ont sauvé la vie. Pourtant, c'était 2 parfaits inconnus. Et aujourd'hui, j'ai envie de leur dire merci tous les jours de ma vie. Et voilà, ce jour-là, ça a été très, très dur. Le temps d'attendre, là, je croyais que j'allais passer tôt le matin. En fait, je suis passée, il devait être 14h au moins. Voilà, donc ne pas céder à la panique, c'est extrêmement difficile dans ces moments-là. J'essaye de me mettre dans une bulle, de pas répondre au téléphone, de pas envoyer de messages, de juste être connectée à moi-même. Et j'ai chanté la chanson que je chantais à mon fils pour qu'il s'endorme. Je l'ai chanté, jusqu'à ce que l'anesthésion fasse effet, jusqu'à ce que je m'endorme. J'ai chanté cette berceuse. Je me suis réveillée. Ouais. Evan m'attendait dans la chambre. Et voilà, j'ai juste dormi avec des espèces de comme des grosses attelles en mousse qui gonflent comme ça et qui font circuler le sang toute la nuit. Et en fait, je me suis réveillée et en bonne santé, quoi. Donc c'était vraiment super. Parce que c'est aussi pour ça que je le raconte, que je l'ai pas mal écrit, que je l'ai pas mal raconté, que j'en fais une vidéo. C'est parce qu'il me semble que c'est trop, trop important, pour moi en tout cas, de me souvenir à quel point ce jour-là et tous les autres qui ont suivi, mais ça peut se dissiper parfois avec le temps, je suis contente d'être en vie et d'être en bonne santé. Là, c'était le jour de l'an, il n'y a pas si longtemps que ça finalement, et on s'est souhaité une bonne année. Et en fait, maintenant, quand je dis bonne année, bonne santé, je sais ce que c'est, bonne santé. Imaginez-vous handicapé, avec des enfants en bas âge et tout. Non, c'est... Voilà, donc c'était génial. Et donc, pour finir cette vidéo, je voulais quand même essayer de vous expliquer comment j'ai essayé de... en fait, juste tout simplement comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi ça, comment, qu'est-ce qui se passe, comment ils interviennent, enfin voilà. Donc, cette complication du postpartum, il faut savoir qu'elle n'est pas courante, parce que c'est lié. C'est une complication du postpartum, je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est lié. C'est pas non plus rare, c'est environ 3 pour 1000. Donc voilà, ça vous donne une idée. Et donc ce qui explique cela, c'est que le corps des femmes, depuis des millénaires, a été prévu pour éviter l'hémorragie de la délivrance. Et donc le corps coagule après un accouchement. Et parfois, il coagule un peu trop. C'est mon cas. Il y a des facteurs aggravants, par exemple tous les soucis de santé, l'obésité, des antécédents, n'importe quel problème de santé peut du coup être un facteur aggravant. Surtout un accouchement très long, surmédicalisé, une césarienne, un alitement. Toutes ces choses-là sont des facteurs aggravants qui peuvent emmener à faire une thrombose.
Quand je dis un alitement, ça vaut aussi la peine pour des opérations. Si vous faites opérer, vous avez une jambe cassée, vous devez rester 3 semaines sur un fauteuil ou sur un lit, il faut mettre des bas de contention. C'est hyper important parce que vous pouvez vous boucher les veines. Moi, ah oui, il y a aussi les pathologies génétiques qui existent. Donc ça, on le découvre une fois quand ça nous est arrivé. On nous fait une prise de sang pour savoir si on n'a pas une pathologie génétique. Je crois que c'est le gène de la thrombophilie ou un truc comme ça. Bref. Moi, j'ai accouché chez moi. Je n'ai eu aucune médicalisation. J'ai eu un accouchement assez rapide, pas du tout compliqué. Je ne suis pas restée les pattes en l'air pendant 4 jours. Enfin, aucun problème de ce niveau-là. Une fois qu'ils m'ont fait les prises de sang, ils ont vu que je n'avais eu aucun gène pathologique non plus. Donc en fait, il me semble que, une fois de plus, mon cerveau a parlé à mon corps. Donc je vous explique pourquoi en 3 secondes. C'est que pour mon premier enfant, dont la vidéo est déjà en ligne, j'ai eu un accouchement plutôt très médicalisé et j'ai perdu pas mal de sang, enfin pas mal, plus que ce qu'il n'aurait fallu. C'est quelque chose qui m'est resté en tête. Quand j'ai préparé mon accouchement à domicile, forcément, je voulais pas faire une hémorragie. Donc, j'en ai parlé à ma sage-femme. Je suis restée, en fait. Je suis toujours un peu restée là-dessus, de me dire, putain, j'espère que je vais pas perdre trop de sang. Et d'ailleurs, le jour de l'accouchement, à chaque fois que j'avais des pertes de sang, j'ai appelé ma sage-femme, je sais pas, peut-être les 2-3 premières heures, je l'ai appelée au moins 10 fois pour qu'elle vienne vérifier que je perde pas trop de sang. Et à chaque fois, elle m'a dit, pas du tout, tu viens d'accoucher, c'est normal, tout va bien, tes pertes de sang sont tout à fait classiques et physiologiques, quoi. Il n'y avait pas de problème. Mais je pense, vu que j'ai pas d'antécédents, vu que j'ai pas de facteur aggravant, rien, et surtout, vu que j'ai fait quand même une très grosse thrombose, parce qu'aujourd'hui, voilà, ça fait plus d'1 an, donc j'ai eu un contrôle à 6 mois, j'ai eu un contrôle à 1 an, j'ai revu plusieurs fois mes médecins. On en parle, la fameuse médecin aux yeux bleus, elle m'en a reparlé de tout ça. Et oui, en effet, j'avais les veines dilatées à 2 cm, donc c'est le max de dilatation d'une veine avant qu'elle pète. Et puis, ça faisait un chemin énorme dans mon corps. Enfin, c'est assez extrême comme truc. Donc, je pense que le cerveau a joué pour que j'en sois arrivée à ce stade-là. Et que j'ai pas fait juste la petite phlébite, juste la petite veine ovarienne, juste la petite embolie, quoi, comme ils m'ont dit en service maternité. Quand ils m'ont dit, nous, on a l'habitude de traiter des embolies pulmonaires en postpartum, mais pas cette étendue-là de dégâts, quoi. Donc, voilà. C'est l'extrême inverse qui s'est passé pour moi. Mon sang n'a pas fait d'hémorragie, il a coagulé. En ce qui concerne le traitement, ça, c'est assez intéressant. En fait, le corps est plutôt bien foutu parce qu'il y a des petits travailleurs dans notre sang qui passent tout leur temps à essayer de nettoyer tout le moindre mini caillot qui pourrait se former. Ça a un nom, ce truc, je ne m'en rappelle plus. Mais voilà, c'est le fait de dissoudre les petits caillots. Et en fait, c'est... Alors moi, j'ai quand même pas mal cherché pour savoir s'il y avait des choses qui existaient pour dissoudre les caillots, genre des plantes ou des remèdes ou des médicaments ou autres. J'ai pas trouvé grand-chose. Il existe, à ma connaissance, presque rien. C'est le corps lui-même qui va dissoudre les caillots. Mais les anticoagulants, on les prend quand même pour éviter que la thrombose continue. Un peu comme une stalactite ou une stalagmite, quoi. Plus le liquide il va couler, plus du coup, à chaque fois, ça va laisser un petit dépôt et ça va augmenter. Le sang, c'est pareil, il continue de circuler un petit peu autour, il essaie de passer un peu et hop, à chaque fois, il augmente. On prend des anticoagulants pour que le sang n'arrive pas à s'accrocher à la thrombose. Le reste, c'est le corps qui va le nettoyer tout seul. Apparemment, sur moi, les anticoagulants n'ont pas très bien marché puisque ma thrombose a continué de s'étendre. Mais peut-être que si je les avais pas pris, ça aurait été 10 000 fois pire. Ensuite, le fait de rester allongé, du coup, ça, je l'ai déjà expliqué, ça protège des embolies. Car les caillots, quand ils sont très frais, si on se met debout, et encore pire qu'on marche. Donc, bon, si vous avez regardé la vidéo des urgences, vous voyez que j'ai fait tout ce qu'il fallait pas. Mais bon, alléluia, tout va bien, je suis en vie. Mais voilà, c'est le fait d'activer la circulation sanguine donc par les pieds, par la marche. Ça pompe et du coup, un petit morceau peut se détacher et remonter dans les voies vitales. Donc, on ne veut surtout pas. C'est pour ça qu'on reste couché à peu près 3 jours en se disant après la thrombose, elle est moins fraîche, elle va moins se détacher. Voilà.
Donc, on prend les anticoagulants pour stopper la progression. On reste couché pour éviter que le corps pour éviter de crever, quoi. Ensuite, on laisse le corps qui s'occupe de détruire le reste. Et c'est là le problème, c'est que ça peut durer très longtemps. Il y a des personnes pour qui ça prend des mois, voire des années, en fonction de la taille de la thrombose, pour que le corps réussisse à l'éliminer. Vous imaginez si vous restez 3 ans avec des veines bouchées, même si votre corps a enfin réussi à dissoudre tout ça, vos veines, elles ont été dilatées, elles ont été abîmées et vous gardez des douleurs souvent à vie. Ça, je ne le savais pas. Ils se sont bien gardés de me le dire quand j'étais là-bas. Mais je suis maintenant un petit peu au fait de tout ça. Je me suis renseignée, je me suis inscrite sur des groupes de gens qui ont des thromboses et tout. Je vois que je suis, je crois, la seule de tout le groupe Facebook à ne pas avoir de séquelles. Je n'ai aucune séquelle, si ce n'est que j'ai été quand même bien marquée psychologiquement. Physiquement, je pète la forme. Je peux faire du sport, je peux m'occuper de mes enfants, tout. Je vois des gens sur les groupes qui disent « Ben voilà, moi ça fait 6 ans, je vais enfin pouvoir aller chercher mes enfants à pied à l'école. Oui, moi ça fait 2 ans, maintenant je recommence à conduire. » Le lendemain de l'opération, j'avais une vie normale. Et c'est ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la recanalisation, elle n'est pas connue, encore une fois. Ne me demandez pas pourquoi, mais en France, les trucs hyper cool, personne ne les connaît. Donc, je fais cette vidéo pour les mettre en avant, s'il vous plaît. Si vous connaissez quelqu'un qui a ce genre de problème, ça peut être très handicapant. La recanalisation, il peut la faire donc chez les meilleurs, les plus grands spécialistes de France, c'est le CHU de Grenoble. Sinon, ils peuvent aller à Nantes ou à Rennes. Et même si c'est le bout du monde pour vous, franchement, allez-y. Ça évite de rester handicapé à vie quand même. Voilà. Et pourquoi donc on ne connaît pas ça? Tout simplement parce que c'est ce qu'on appelle de la médecine fonctionnelle. Si on ne me l'avait pas fait, en gros, ils estiment que je ne serais pas morte. J'aurais juste été handicapée. Et on met quand même l'accent sur les interventions, les chirurgies et tout ce qui est médecine vitale. Mais là, on parle quand même... Moi, je considère que c'était vital, parce que je ne sais pas quelle aurait été ma vie si je serais restée dans cet état comme le jour de ma permission, alors que ma fille venait de naître, Enfin, moi, j'ai une vie qui va pas du tout correspondre avec ce genre de handicap. Déjà, juste le fait que j'habite au 4e, j'aurais même pas pu sortir de chez moi. Enfin, voilà. Donc, ce qui explique que ce n'est pas connu, c'est que c'est fonctionnel. Et aussi parce qu'elle est pratiquée par des radiologues sous radio, avec un gros tablier de plomb. Et comme m'expliquait ma médecin, la spécialiste, il y a de moins en moins de vocations, même dans les métiers de la médecine. C'est-à-dire que les étudiants qui font de la radio, alors s'il y en a qui m'entendent un jour, j'espère que vous êtes passionnés, que vous avez des vocations, que c'est de sauver des vies si vous êtes allés vers le milieu médical. Mais quand même, beaucoup, on constate, ils font étudiants radio pour ouvrir leur cabinet, faire des radios du genou et puis palper 15 000 par mois. Je le schématise, mais en gros, c'est ça. Et les chiffres, c'est à peu près ça. 15 000 par mois, c'est pas déconnant pour un radiologue qui a son cabinet privé. Alors qu'au CHU, dans le public, donc j'ai posé la question, moi, j'ai pas eu de tabou avec aucun médecin, c'est à peu près 4 000 € en milieu de carrière. Et c'est pour rester des heures debout avec un tablier en plomb, faire des gardes, des jours, des nuits, des week-ends, des Noëls, etc. Donc on est quand même sur bien autre chose que ce qui peut se faire dans le privé. Voilà pourquoi, si on continue de tout privatiser, on va être très très mal barré en France. On est déjà très mal barré, mais punaise non, c'était la dernière fois le coup de gueule. Faut que j'arrête. Voilà, donc c'est ce qui explique le manque de vocation et le fait que les médecins, les soignants maintenant sont plutôt attirés par par les sous, quoi, par gagner 15 000 € au lieu de venir sauver des vies au CHU. Et je ne suis pas radiologue, donc je ne vais pas me permettre de juger, mais c'est un constat. Voilà. Moi, j'ai eu énormément de chance parce que j'étais à Grenoble et c'est précisément ici qu'il y a les pionniers. C'est eux qui forment les autres CHU de France. Vous pouvez aussi aller à Paris ou à Marseille. C'est moins réputé, ils en font moins, ils sont moins spécialisés là-dedans. Mais si jamais vous êtes sur Paris ou Marseille, je pense qu'on peut quand même faire quelque chose pour vous. Donc voilà, et pour la petite explication, donc ils sont rentrés là, dans ma veine jugulaire.
Ils sont descendus tout en bas jusqu'à ma jambe. D'abord, ils ont posé ici un petit tamis pour essayer de récupérer les caillots si jamais je refaisais une embolie pulmonaire. Ils sont allés tout en bas avec un mini aspirateur. Ils ont aspiré toutes mes veines en remontant. Ils ont commencé par le bas. Ils sont remontés comme ça, jusqu'à la veine cave. Et puis voilà, ils m'ont laissé comme neuve. Donc c'est top. Je ne les remercierai jamais assez. Je les aime trop. Et voilà. Juste un petit mot pour terminer. La distance que j'avais installée avec mon fils, des mois plus tard, j'ai consulté une psychologue et elle m'a expliqué que c'est un schéma de défense logique quand on a peur de mourir ou quand on pense que c'est probable qu'on puisse mourir. Genre, on commence à se préparer et à préparer nos proches en même temps. Voilà ce qui expliquerait que j'ai remis mon fils de côté. Donc, c'est pas ouf de finir là-dessus, je vous l'accorde, mais ce que je retiens de cette expérience, c'est que je suis vivante, en pleine forme, et vive la recanalisation. C'est horrible comme mot, en plus, il est vraiment... j'ai l'impression de faire... Mon père est plombier, donc à chaque fois, ça me fait penser à de la plomberie. Mais on s'en fout des termes, ce qui est important, c'est que ça peut vraiment sauver plein de vies. Donc, s'il vous plaît, parlez-en un max autour de vous si vous connaissez quelqu'un qui a une veine bouchée quelque part. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à là encore une fois et à bientôt. Ah oui, on n'oublie pas qu'il vaut mieux prévenir que guérir.